je reconnais en toute sincérité que notre parcours est atypique. Il est vraiment atypique. Et il est tout à fait normal que certaines personnes qui ne l'acceptent pas inventent leur histoire. Fulbert Camonnier, quand on allait en Belgique à l'époque, on se faisait insulter dans les bars, où les gens disaient, toi c'est qui? Tu veux être président, regarde-toi d'abord. Au fond, ces gens n'avaient pas tort. Hein? Parfois, nous-mêmes, quand on regarde les photos, aujourd'hui, on se dit, bon, on n'avait quand même pas de tête. Mais on était à fond dans notre histoire. Je salue ceux qui ont fait les efforts pour être là, ceux qui sont venus avec moi du Cameroun, parce que, en fait, vous allez vous demander pourquoi ils sont tous là. Comme on ne pouvait pas aller dans toute la diaspora, nous nous sommes arrangés pour que certains d'entre nous aillent dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent de Belgique, d'autres qui viennent d'Italie, d'autres qui viennent d'Espagne, ainsi de suite. Et moi, je vais d'ailleurs repartir et certains vont rester pour continuer à parler à nos compatriotes dans tous ces pays-là. C'est pour ça que à ceux qui se demandent pourquoi ils sont venus, en fait, on n'est pas tous venus pour la France, on se retrouve juste ici pour cette rencontre. Mais quand je pense au début, et ça je vais vous le raconter, beaucoup de gens ne connaissent pas le début de cette histoire. En fait, j'étais chroniqueur dans une radio, Equinox Radio. Et un jour, je dois faire une chronique sur les profils camerounais qui ressemblent au président Macron. À l'époque, le phénomène Macron battait son plein en France. Je suis à Bamenda ce jour-là, à l'ouverture des Jeux universitaires, et je fais une chronique, comme j'en faisais depuis 2 ans, sur les profils à la Macron. Et après ma chronique, dans un échange à bâton rompu avec M. Sam Severin Ango, qui présentait cette émission à l'époque, il racontera plus tard qu'il m'a fabriqué, merci pour lui. Il me pose la question, mais vous citez les autres, pourquoi vous ne vous citez pas vous-même? Et je réponds spontanément, j'ai toujours eu un projet pour le Cameroun et l'année qui vient, je compte le présenter aux Camerounais. J'ai répondu spontanément parce que depuis mes 24 ans, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai été porte-parole de l'appel de 1000 étudiants, 5000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. Et je m'étais promis à moi qu'une fois que j'aurai l'âge d'être en capacité de candidater, ben je le ferai. Donc je réponds spontanément. Et puis la chronique se termine. Et puis voilà, je me prépare pour aller à l'ouverture des Jeux universitaires. Quand je descends au hall de l'hôtel, le réceptionniste me dit « Congratulations, Mr. President, we are behind you. » Je dis « Mais de quoi il parle ?» Ok, ben je passe, intrigué. Dès que je mets mon nez dans le bus, à l'époque la crise anglophone commençait, donc on était sécurisé et tout, on est à Bamenda. Tout le monde me dit dans le bus « Félicitations, ne recule pas, on est derrière toi. » Je dis « Mais de quoi vous parlez au juste ?» Mais tu as annoncé ta candidature à l'élection présidentielle. Je dis « Moi, j'ai annoncé ma candidature. Oui, j'ai dit que j'ai un projet pour l'an prochain, mais enfin, je ne l'ai pas dit comme ça. On dit « Mais attends, tu n'es pas allé sur Facebook ?» Eh bien, j'ouvre Facebook, je trouve une affiche. Je découvrirai plus tard qu'il a monté, Daniel Nongwe. Je le découvrirai plus tard. Et je vois une affiche avec ma photo tenant le drapeau où je dis, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. J'arrive à l'ouverture des Jeux universitaires, le ministre de l'Enseignement supérieur arrive, M. Famendongo. Il me dit, ah tiens, tu veux nous challenger maintenant? Je lui dis, bon, ok, tant qu'à faire, ben, je vais le faire. Les médias commencent à appeler. Ben, il faut que tu confirmes, il faut que tu confirmes. Et là, je suis un peu troublé, je l'avoue. Je n'avais pas prévu que ça se ferait comme ça. Et je m'isole un moment. Je me dis, quels sont les éléments de langage que je dois développer maintenant? Je raconte là ce que je n'ai jamais raconté. Et puis je me souviens que j'avais fait une chronique sur les inscriptions sur les listes électorales. Et j'avais noté que dans cette chronique sur Equinox, si les gens ne sont pas inscrits, ils ne peuvent pas œuvrer pour le changement. Et j'ai dit, mais tiens, voilà. Je veux 11 millions d'inscrits pour confirmer ma candidature à l'élection présidentielle. Ceux qui se souviennent de l'interview que j'avais donnée à Canal 2 à l'époque, c'est ce que j'avais dit. Pour faire court, un jour, mon téléphone sonne.
Un monsieur se présente comme le chef d'antenne d'Elections Cameroun, à Douala. Il me dit, monsieur Libi, est-ce que vous confirmez que vous serez là demain, à Ange Raphaël? J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais vous avez envoyé des gens nous voir, non? Vous organisez une séance d'inscription sur les listes électorales demain. J'ai dit, ok, oui. Je fais comme si le réseau dérange, je raccroche. Et je commence à me demander de quoi il s'agit en fait. Et puis je me rappelle qu'un jour, j'ai reçu le coup de fil de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a dit, grand frère, on vous a suivi. Nous, on est en train de s'organiser, il faut que vous veniez à Douala. Je rentre donc dans mes échanges, je tombe sur le numéro et je vois qu'il m'avait même envoyé un message. Je rappelle la personne. Il est aujourd'hui secrétaire national aux affaires politiques, M. Christian Djokongo. Je l'appelle. Je lui ai dit, bon, gars, tu m'avais appelé un jour là. Hey, mes grands frères, on t'a relancé, tu n'as jamais réagi. Nous, on est même allé à voir Elekam. On a dit à Elekam que c'est toi qui nous as envoyé. Donc, on se disait que quand ils vont t'appeler, peut-être que tu vas dire que tu ne nous connais pas. J'ai dit, tiens, en fait, je ne vous connais pas. Mais j'ai fait comme si le réseau dérangeait. Donc, je vais les rappeler tout à l'heure pour leur dire que c'est vraiment moi qui vous ai envoyé. Et c'est ce que je fais. Le gars de l'ECAM confirme. J'appelle donc un individu, il est aujourd'hui secrétaire national à la communication, M. Armand Okol. Pourquoi je l'appelle? Parce qu'un jour, à la sortie d'une émission, Armand Okol me dit, tu sais, Cabral, si tu ne vas pas à l'élection présidentielle en 2018, c'est que tu as raté ta vie. Comme ça, il me l'a dit comme ça, à brûle pour point. Et il me dit, le jour où tu te lances, appelle-moi. Donc je l'appelle. Bon, mais en fait, je l'appelais vraiment parce qu'il travaille à LTM à Douala et moi, je ne connaissais pas Douala. Je l'appelle, je lui dis, bon, ce dont tu m'avais parlé là, tu te souviens, peut-être que l'affaire est en train de commencer. Il faut qu'on aille à Douala demain. Il me dit, ok. On arrive donc à Douala, Ange Raphaël, il y a un petit restaurant en bas, on s'y assoit, on ne connaît personne là-bas. On regarde au carrefour, il n'y a rien. Je dis à Armand, est-ce qu'on n'a pas voyagé pour rien? Il me dit, bon, tant qu'à faire, prenons un café et puis on rentre. Ça va, on s'est fait avoir. Et pendant qu'on y est, on voit un individu qui passe avec un t-shirt, il a le pouce-pouce, hein, ceux qui, les Camerounais connaissent le pouce-pouce. Et il y a des montures d'une tente dedans. Je le touche, je lui dis, peut-être que ce sont nos gens-là. Il me dit, observons d'abord. Il passe et il retrouve un autre groupe de personnes, ils se mettent à monter des tentes. Il me dit, ça peut être ces gens-là. Et on sort. Et dès qu'on sort, un monsieur vient vers moi et il se présente comme le chef d'antenne Elekam. Tiens. Il me dit, oui, mais enfin, nous on est là depuis, on ne voit rien. Et on se disait que c'était un canular. J'ai dit, non, 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 mes gars, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et je monte avec Armand Okol. Et c'est là que je rencontrerai pour la première fois les Jean-Louis Badoum, les Fritz France Messé, les Thomas Malanga, la vague que vous connaissez, tout ce beau monde-là. Ils font des photos, ils mettent sur la toile. À midi pile, il y avait à cet endroit près de 1000 personnes, je prends peur et je m'en vais me cacher. Jusqu'à ce qu'on commence à m'appeler avec insistance que la presse est là, il faut que tu viennes répondre de ce que tu as organisé. Et c'est comme ça que tout est parti. La suite à Yaoundé, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que, au congrès d'Onkola Famba, lorsque nous avons ajouté « Il y a Dieu dedans », dans notre cri de guerre, ça avait tout son sens. Il y a des gens, lorsqu'ils se lancent en politique, ils sont suivis par leurs camarades de classe, par leurs membres de famille. Dans mon cas, ce n'était absolument pas cela. Alain Kouedjou qui est en face de moi et qui est représentant du PCRN en Côte d'Ivoire, je ne me rappelle même plus très bien comment on s'est vu pour la première fois. Oui, je crois qu'avec Mohamedou Mokhtar, Jean-Pierre Signé qui a parlé là tout à l'heure, je ne sais même plus exactement mais comment on s'est vu pour la première fois. Et qui m'a dit, moi je suis de la société civile, je suis à fond dans cette affaire. Si on se noie ensemble. C'est comme ça cette affaire. Et je reste convaincu que cette affaire ira quelque part. Il dit qu'il a un parcours atypique et c'est précisément ce récit qui fait sa force, mais aussi son risque.
Le contexte est clair, il s'agit d'un meeting tenu à Paris le 13 septembre 2025 où Cabral Libye, président national du PCRN et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, s'est adressé à la diaspora camerounaise. Cette rencontre a été largement relayée sur les réseaux sociaux et par des médias couvrant sa tournée en Europe. Le discours commence par une confession volontairement simple « Je reconnais en toute sincérité que notre parcours est atypique ». Cette entrée est efficace pour 3 raisons. Premièrement, elle capte l'attention en posant d'emblée une différence, l'orateur ne se présente pas comme la continuité d'un système mais comme une rupture. Deuxièmement, elle installe une tonalité d'humilité et d'authenticité qui humanise le candidat et le rend moins lointain qu'un candidat formaté. Troisièmement, en revendiquant l'atypique, il invite l'auditeur à recontextualiser les erreurs passées, les maladresses et les moqueries comme des étapes nécessaires d'un parcours. Là où beaucoup de discours politiques cherchent à masquer les failles, ici on les met en scène comme preuve de sincérité et de résilience. Le recours à l'anecdote personnelle, insulte dans des bars, réaction lors d'une chronique à la radio, la surprise autour d'une affiche Facebook montée par des sympathisants est une technique classique qui sert plusieurs objectifs, créer de l'empathie, offrir des preuves vécues, illustrer la proximité avec la population et résumer en images simples un parcours politique. Ces anecdotes fonctionnent parce qu'elles sont concrètes et faciles à mémoriser, elles humanisent le propos et le rendent partageable sur les réseaux. Néanmoins, elles comportent un double effet. Si elles rassurent une base déjà acquise, elles peuvent laisser les auditeurs exigeants sur les politiques publiques sur leur faim. On veut savoir où ce parcours atypique conduit en termes de programme, pas seulement comment il a commencé. Le ton du discours mélange moquerie et détermination. L'autodérision, on n'avait quand même pas de tête, désamorce des critiques et transforme des faiblesses en preuves d'engagement. C'est une tactique rhétorique qui rend l'orateur sympathique et accessible. Par ailleurs, la répétition du parcours, raconter comment tout est parti, qui a aidé, comment les gens se sont mobilisés, construit un récit collectif. Ce n'est pas mon succès seul, c'est le nôtre. C'est une construction utile politiquement parce qu'elle transforme l'individu en catalyseur d'une dynamique de groupe. Sur le plan stratégique, la mise en valeur de la diaspora, Belgique, Italie, Espagne, France, montre une volonté claire de rassembler un électorat souvent influent et organisé. La diaspora finance, relaie et porte des idées. Mobiliser la diaspora est une stratégie payante électoralement, elle augmente la visibilité internationale d'un candidat et permet d'activer des relais médiatiques et financiers. Cependant, il faut garder à l'esprit que la diaspora n'est pas un bloc homogène, il y a des attentes différentes, services consulaires, droits civiques, politiques économiques, sécurité des proches restés au pays. Le discours salue l'effort de ces personnes, mais reste relativement léger sur des offres concrètes destinées à cette catégorie d'électeurs. Authenticité et profession de communication coexistent dans ce discours. De multiples passages donnent l'impression d'un récit raconté, à chaud, renforçant l'authenticité. Néanmoins, la répétition d'éléments pittoresques peut aussi être une stratégie de storytelling soigneusement orchestrée. Raconter, accident électoral qui s'est transformé en mouvement est une manière de construire une légende fondatrice. Les auditeurs critiques doivent donc évaluer la part d'authentique et la part de mise en récit politique. Un bon lecteur politique retiendra la valeur symbolique de ces moments sans pour autant les prendre pour des preuves de compétence de gouvernance. La figure du collectif est omniprésente, le discours met en avant des noms, des visages et des relais. Cela a 2 fonctions, rendre hommage aux acteurs et fidéliser des cadres, montrer que le projet dépasse l'individu. C'est essentiel pour qui veut transformer une dynamique médiatique en machine politique structurée. Toutefois, pour convertir cette dynamique en crédibilité institutionnelle, il faut ensuite montrer la structuration du projet, organigramme, programme thématique, feuille de route. À ce stade du discours, la dimension organisationnelle reste implicite. Le passage où il cite des insultes subies dans des bars et l'énumération de pays de provenance des militants sont faits sans attaque personnelle ni appel à la haine. C'est important, rester dans un registre factuel et narratif évite la polarisation excessive et réduit le risque de modération sur des plateformes comme YouTube. Le conseil pour la diffusion est donc de conserver cette tonalité racontée sans insulter et d'accompagner la vidéo d'un commentaire ou d'un descriptif qui précise le cadre pour éviter la sortie de son contexte. Le discours est simple, direct, non technocratique, ce qui convient bien à une adresse à la diaspora et aux citoyens ordinaires. L'usage du « nous » inclusif construit l'appartenance. Le ton familier, réminiscence de bar, anecdote, dialogue, facilite la mémorisation et la viralité sur les réseaux. Pour une chaîne YouTube, ce style est un atout,
Il permet au montage de conserver des extraits percutants, appelant au partage. En revanche, si la cible inclut des journalistes, des analystes et des électeurs à la recherche de substances politiques, il faudra ajouter des segments plus denses, axés sur des propositions concrètes. Le discours comporte plusieurs opportunités politiques concrètes: transformer l'anecdote en programme, jeunesse et sport, diaspora et services consulaires, participation civique et inscription sur les listes électorales, structurer la narration autour de preuves et de mesures, professionnaliser la communication tout en conservant l'authenticité. Sur le plan des risques et recommandations pour limiter la censure ou la modération YouTube, il est important de supprimer tout passage pouvant être interprété comme une attaque personnelle ou une incitation à la violence, de contextualiser la vidéo, date, lieu, nature de l'événement, de sourcer les affirmations fortes et de formuler un appel à l'action modérée. Abonnez-vous, commentez et partagez, sans inciter à des actions de masse contre d'autres contenus. L'appréciation globale montre que le passage fonctionne très bien comme récit de légitimation. Il transforme des imprévus en preuve d'un mouvement populaire et en symbole d'authenticité. Pour que ce capital narratif devienne gouvernabilité réelle, il faut cependant le prolonger par des étapes visibles: structuration, programme, indicateurs, équipe compétente. Sur YouTube, la clé est de préserver la chaleur humaine du discours tout en fournissant des repères tangibles qui rassurent les électeurs exigeants et les médias. Pour finir, si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous pour recevoir d'autres découpages de discours en français courant, commentez votre passage préféré ou votre critique constructive et partagez la vidéo pour informer le plus grand nombre, surtout la diaspora. Restons respectueux dans les échanges. La force d'un débat, c'est sa capacité à convaincre sans insulter. Le parcours atypique dont Cabral Libyi parle n'est pas seulement une particularité personnelle, c'est aussi une stratégie implicite pour capter l'attention. Lorsqu'il affirme en toute sincérité que notre parcours est atypique, il ne se contente pas de raconter une histoire, il installe un cadre mental chez ses auditeurs, celui d'un candidat qui sort des chemins traditionnels, qui n'est pas né dans les réseaux classiques du pouvoir et qui a dû se faire sa place dans des contextes parfois hostiles. Cette approche crée une identification immédiate pour ceux qui se sentent exclus ou peu représentés dans le système politique traditionnel. C'est une manière de dire « Je vous comprends, je viens de votre réalité, et je sais ce que c'est que de commencer sans privilège. » Pour les spectateurs sur YouTube, cette entrée en matière est percutante. Elle interpelle, elle humanise, elle donne envie de rester pour comprendre la suite. Il est intéressant de noter que Cabral Libyi utilise l'autodérision à plusieurs reprises. Lorsqu'il évoque les insultes subies dans les bars ou qu'il se décrit lui-même comme n'ayant pas de tête, sur certaines photos anciennes, il transforme ce qui pourrait être perçu comme des faiblesses en preuve de courage et de persévérance. Cette technique rhétorique est subtile mais efficace. Elle dédramatise les obstacles, montre que le candidat sait se moquer de lui-même et qu'il n'est pas paralysé par le regard des autres. Cela crée un lien humain avec l'audience et renforce le capital sympathie. Pour une diffusion sur YouTube, ce type de contenu est particulièrement engageant, car il est facile à retenir, à partager et à commenter de façon positive. Le discours regorge d'anecdotes concrètes qui font vivre le récit. On y retrouve des situations très visuelles, des appels téléphoniques inattendus, une affiche Facebook montée à son insu, des rencontres improvisées avec des sympathisants. Ces passages rendent le discours vivant, presque cinématographique, et permettent aux spectateurs de s'imaginer sur place. Cette technique narrative est puissante car elle transforme un récit politique en une expérience immersive. Cela augmente le temps de visionnage et la probabilité que la vidéo soit partagée. Cependant, il faut noter que si le récit reste trop centré sur l'anecdote, certains spectateurs peuvent rester sur leur faim concernant les projets politiques réels et concrets. C'est pourquoi l'équilibre entre narration et contenu programmatique est crucial. La mise en avant de la diaspora est un autre point stratégique du discours. En citant les pays d'origine des participants Belgique, Italie, Espagne, France, Cabral Libyi souligne l'ampleur et la diversité de son réseau de soutien. Cela envoie un message clair. Sa candidature n'est pas isolée, elle bénéficie d'un relais international capable de mobiliser des ressources, de relayer l'information et de soutenir la campagne. Dans le contexte YouTube, cela crée un sentiment de mouvement global et renforce l'idée que l'événement ne concerne pas seulement quelques individus, mais une communauté structurée et mobilisée. Pour transformer cette visibilité en soutien concret, il serait cependant utile d'accompagner ces mentions de détails sur la manière dont la diaspora peut s'engager ou bénéficier des politiques proposées. Le discours navigue constamment entre authenticité et storytelling politique. Cabral Libyi raconte des événements qui semblent spontanés,
comme le fait que l'annonce de sa candidature soit apparue par surprise sur Facebook. Ces moments donnent l'impression d'un récit à chaud, ce qui est perçu comme sincère. Mais cette impression de spontanéité est en réalité très stratégique. Chaque anecdote est choisie pour construire un récit de légitimité et montrer la mobilisation autour de sa candidature. Pour les spectateurs, cette authenticité apparente est rassurante, mais il est important de se rappeler que dans toute communication politique, la mise en récit est pensée pour influencer la perception. Sur YouTube, cette authenticité bien construite crée de l'engagement et favorise les commentaires et partages, surtout si l'on invite subtilement les spectateurs à réagir. La dimension collective du discours est également essentielle. Cabral Libye mentionne de nombreux collaborateurs et soutiens en décrivant les rôles de chacun et les efforts collectifs nécessaires pour mobiliser la diaspora et organiser des rencontres. Cela a deux effets. D'abord, cela montre que la campagne n'est pas une aventure solitaire, mais une entreprise collaborative. Ensuite, cela renforce la crédibilité en montrant que le candidat sait s'entourer et travailler en réseau. Pour les spectateurs YouTube, l'effet est double. D'une part, ils perçoivent la campagne comme structurée, d'autre part, ils se sentent inclus dans le mouvement lorsqu'ils voient des visages et des noms reconnaissables. Sur le plan du langage, le discours est clair et accessible. L'usage du « nous » et du « je » alterne pour créer à la fois proximité et responsabilité individuelle. Le langage courant permet à toutes les couches sociales de comprendre le message sans avoir besoin de connaissances spécialisées en politique. Cette accessibilité est particulièrement adaptée pour une diffusion sur YouTube où le public peut être très varié. En gardant ce style, la vidéo gagne en viralité et en engagement car le public peut facilement partager des extraits et commenter. Le discours présente également des opportunités politiques concrètes à exploiter. Les anecdotes peuvent être transformées en programmes, l'accent sur les jeunes et les jeux universitaires peut déboucher sur des politiques sportives, éducatives. La mobilisation de la diaspora peut se traduire par des initiatives concrètes pour faciliter la participation électorale ou soutenir les entrepreneurs expatriés. La référence à l'inscription sur les listes électorales peut devenir une campagne nationale d'information et de mobilisation civique. En utilisant ces points de narration comme base, le candidat peut donner plus de substance à son discours tout en conservant son style authentique. Pour éviter la censure sur YouTube, il est important de respecter certaines règles. Le discours de Cabral Libye est déjà dépourvu d'attaques personnelles et d'incitation à la violence, ce qui est conforme aux standards de la plateforme. Il est recommandé de contextualiser la vidéo avec des informations claires sur la date, le lieu et l'événement, et de sourcer les affirmations factuelles lorsque c'est possible. Les appels à l'action doivent rester simples et respectueux, inviter les spectateurs à s'abonner, à commenter et à partager sans les inciter à des comportements coordonnés ou agressifs envers d'autres contenus. La perception globale du discours est positive sur le plan de la narration et de la mobilisation émotionnelle. Il montre un candidat capable de transformer des obstacles en opportunités, de mobiliser des soutiens divers et de créer une dynamique collective. Les spectateurs perçoivent la sincérité, la proximité et l'énergie du candidat. Le défi reste de convertir cette perception en crédibilité et en confiance sur le plan politique en présentant des plans clairs, des résultats chiffrés et une équipe compétente.